Le toit de l'hôpital n'était pas destiné aux visiteurs. Chaque porte menant là-haut portait le même avertissement. Personnel autorisé uniquement. Le vent fouettait le béton assez fort pour piquer mon visage. Portant le hurlement distant des sirènes d'ambulance venant des rues. En bas, la pluie s'était arrêtée seulement quelques minutes plus tôt, laissant le toit glissant et reflétant les lumières de la ville comme du verre brisé. Je fis un pas prudent en arrière. Mon talon toucha la basse barrière en béton. Il n'y avait nulle part ailleurs où aller. Ryan continuait à marcher vers moi lentement, calmement. Comme s'il savait déjà comment la nuit se terminerait. « Tu aurais dû me donner simplement le rein. » dit-il. Sa voix s'élevait à peine au-dessus du vent. « Je sais. » Alors comment peux-tu faire ça? Il haussa les épaules. « Parce que tu as cessé d'être utile. » Mon estomac se noua. 3 heures plus tôt, nous étions assis dans le bureau du coordinateur des transplantations. Maintenant. Je me tenais 12 étages au-dessus du parking en me demandant si mon propre frère était sur le point de me tuer. Je t'ai déjà dit non. Tu aurais dû réfléchir davantage. Je l'ai fait. Non. Il sourit. Tu as pensé à toi-même. Une autre voix flotta depuis l'entrée du toit. Ça a toujours été son problème. Je n'eus pas besoin de me retourner. J'aurais reconnu la voix de ma mère n'importe où. Elle s'avança sur le toit en portant le même manteau couleur crème qu'elle avait en bas, fermant soigneusement la lourde porte métallique derrière elle. Elle n'était pas essoufflée. Elle n'était pas paniquée. Elle avait l'air irritée, comme si je rendais un désaccord familial ordinaire inutilement compliqué. Elle s'arrêta à côté de Ryan et croisa les bras. J'ai passé 20 ans à t'élever. Elle pencha la tête. Et c'est comme ça que tu remercies ta famille. Je la fixai. Tu voulais que je laisse les médecins me retirer un rein. Tu en as 2. Je n'ai qu'une vie. Elle rit de manière si dramatique. Ryan enfonça ses mains dans ses poches. Les acheteurs ont déjà transféré une partie de l'argent. Chaque muscle de mon corps se crispa. Quoi? Il avait l'air presque amusé. Je t'ai dit que tout était arrangé. Mon pouls tonnait dans mes oreilles. Il n'y a pas d'acheteur. Il y en avait. Où? Il s'impatiente. Pendant une seconde, je ne pus vraiment dire s'il avait complètement perdu la tête. Il parlait de vendre mon rein aussi nonchalamment que quelqu'un discutant d'une vieille voiture. Ma mère soupira bruyamment. Tu as tout gâché. Je me suis protégé. Tu as embarrassé ton frère. J'ai sauvé mon propre corps. Elle fit un autre pas vers moi. Et qu'est-ce que ton corps a jamais fait pour cette famille? La question frappa plus fort que je ne m'y attendais. Non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle y croyait. Pendant des années, des souvenirs affluèrent dans mon esprit sans avertissement. Travailler des doubles shifts après l'université parce que Ryan avait abandonné ses études. Refuser de travailler. Vendre la bague de fiançailles que papa m'avait laissée après sa mort parce que maman insistait pour que Ryan ait une autre chance. Annuler des vacances, sauter des anniversaires, rater des promotions. Chaque fois que je sacrifiais quelque chose, maman m'appelait altruiste. La première fois que je refusais, elle m'appela égoïste. Drôle comme la définition change vite. Ryan secoua la tête. Tu sais ce qui est triste? Quoi? Si tu avais simplement signé les papiers de donneur, sourit-il à nouveau. Rien de tout cela ne serait arrivé. Ces mots me ramenèrent à ce matin-là. 8 heures plus tôt. J'étais entré au centre médical Saint-Gabriel en croyant rencontrer le chirurgien de transplantation pour une dernière discussion. Au lieu de cela, la réunion devint le moment où toute ma vie changea.
Le chirurgien ferma mon dossier médical avant de parler. Émilie, je veux que tu répondes à une question. Je hochai la tête. Si personne d'autre ne savait pour cette opération, si ta mère n'était pas impliquée. Si ton frère n'était pas impliqué, si personne ne pouvait te faire sentir coupable. Il se pencha en avant, est-ce que tu donnerais quand même ton rein? La pièce devint complètement silencieuse. Je regardais mes mains. De petites marques en forme de croissant couvraient mes paumes à force d'enfoncer mes ongles pendants. Chaque dispute familiale au cours des 6 derniers mois. Ryan avait besoin d'aide. Cette partie était vraie, mais chaque spécialiste lui avait dit la même chose. Son état pouvait être géré. Il n'était pas en train de mourir. Il refusait simplement le plan de traitement parce que cela l'empêcherait de conclure ce qu'il appelait le plus gros deal de ma vie. Je n'avais jamais compris ce que cela signifiait. Pas jusqu'à plus tard. Pas jusqu'à ce que j'entende par hasard une conversation qui n'était pas destinée à moi. Je regardai à nouveau le chirurgien. Puis je répondis honnêtement. Non. Il n'eut pas l'air surpris. Il hocha simplement la tête. Alors cette évaluation se termine aujourd'hui. Il glissa un dernier formulaire sur le bureau. Tu ne dois jamais un organe à quiconque. Ni à tes parents, ni à tes frères et sœurs, ni à personne. Je signai mon nom. Pour la première fois depuis des années, je pris une décision qui m'appartenait entièrement. Sortir de ce bureau me parut étrangement paisible jusqu'à ce que mon téléphone commence à sonner. Ryan refusait. Maman refusait. Ryan à nouveau refusé. À l'heure du déjeuner, il y avait 24 appels manqués. Au dîner, il y en avait 43. Puis maman laissa un message vocal. Il dura seulement 11 secondes. Reviens à l'hôpital. Nous devons régler ça ce soir. J'aurais dû le supprimer. Au lieu de cela, je conduisis jusqu'au retour. Non pas parce que je leur faisais confiance. Mais parce qu'une petite partie de moi croyait encore qu'ils étaient en colère, pas dangereux. Debout sur ce toit, en regardant dans les yeux de Ryan. Je compris enfin à quel point j'avais eu tort. Il fit un pas lent de plus vers moi. Il n'y avait plus que 3 pieds entre nous maintenant. Puis la porte du toit s'ouvrit brusquement à nouveau. Une voix terrifiée résonna sur le béton. Émilie. Toutes les têtes se tournèrent et la personne debout dans l'embrasure de la porte n'était pas quelqu'un que ma famille s'attendait à voir. Émilie. La voix résonna sur le toit. Ryan se retourna. L'expression de maman changea pour la première fois cette nuit-là. Pas de la peur. De la surprise. Un homme en blouse chirurgicale bleu foncé surgit par la porte du toit. Essoufflé. Sa calotte chirurgicale pendait à moitié de sa tête et son badge d'hôpital se balançait follement. Tandis qu'il courait vers nous. C'était le docteur Nathan Reeves, le chirurgien de transplantation. Il s'arrêta à plusieurs mètres. « Que faites-vous ici » Personne ne répondit. Ses yeux passèrent de Ryan à ma mère puis à moi, debout contre la bordure. Il n'avait besoin de personne pour expliquer. Des années de travail en médecine d'urgence lui avaient appris à reconnaître le danger avant que quiconque parle. Il leva les 2 mains calmement. Émilie, marche vers moi. Ryan fit immédiatement un pas de côté, bloquant mon chemin. Nous avons une conversation familiale privée. Le docteur Reeves ne détourna jamais le regard de moi. Je ne pense pas que ce soit le cas. Maman força un sourire. Docteur, vous avez mal compris. J'espère que c'est le cas, rit Ryan. Vous les médecins pensez toujours que vous êtes des héros. Non, répondit calmement le docteur Reeves. Je sais simplement reconnaître la coercition quand je la vois. Le vent devint plus fort. L'eau de pluie coulait sur le béton entre nous. Je réalisais que mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais plus le cacher. Docteur. Ryan aussi. Il sourit sans chaleur. Tu vois, elle est émotive. C'est pour ça qu'elle prend de mauvaises décisions. Je ne pus plus rester silencieuse. Tu m'as menti.
Son sourire disparut. Quoi? Tu m'as dit que tu avais besoin de mon rein parce que tu n'avais plus beaucoup de temps. Je le suis? Non. Je pris une lente inspiration. Le néphrologue m'a dit que ton rein restant est stable. Tu peux vivre des années si tu suis le traitement. La mâchoire de Ryan se crispa. Tu lui as parlé. J'ai posé des questions. Maman eut l'air furieuse. Ce n'était pas ton rôle. Je ris amèrement. Mon propre corps n'était pas mon rôle. Le docteur Reeves parla enfin. Emily, tu n'as pas à t'expliquer. Tu as déjà pris ta décision. Ryan pointa directement le docteur. C'est toi qui as fait ça? J'ai respecté sa décision. Tu l'as empoisonné contre nous. Non. Répondit le docteur Reeves. J'ai simplement demandé si elle voulait donner volontairement. Le visage de Ryan s'assombrit. Tu n'avais pas le droit, n'est-ce pas? La loi m'oblige à m'assurer qu'aucun donneur n'est sous pression. Maman ricana. De la pression? C'est la famille. Le docteur Reeves la regarda directement. Exactement. Il fit un pas prudent plus près. Dans mon expérience, la pire pression vient généralement de la famille. Personne ne parla. Ryan rit soudain. Pas parce que quelque chose était drôle, mais parce qu'il avait arrêté de faire semblant. Tu sais quoi? Il me regarda. Ça n'a même plus d'importance maintenant. Quoi donc? La transplantation. Mon estomac se serra. J'ai déjà trouvé un autre acheteur. Acheteur. Ce mot encore. Le docteur Reeves fronça les sourcils. De quoi parles-tu? Ryan l'ignora. Il continua à me fixer. Tu as ruiné un deal. J'en ferai un autre. Je ne sais pas ce que tu dis. Bien sûr que si. Non, Ryan. Vraiment pas. Pour la première fois cette nuit-là, il eut l'air vraiment agacé. Tu as toujours pensé que j'étais stupide. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu besoin. Il enfonça ses mains dans les poches de sa veste. J'ai passé des mois à tout organiser. Quoi? Les contacts, l'argent, le voyage. Maman lui attrapa le bras. Ryan, arrête de parler. Il se dégagea. Non, ils en savent déjà assez. La fille Reeves atteignit discrètement sa poche. Je le vis appuyer sur quelque chose sur son téléphone sans regarder en bas. Ryan ne le remarqua pas. Maman non plus. Quel contact? Demanda calmement le docteur. Ryan ricana. Tu ne comprendrais pas. Et c'est toujours. Ils ont dit que les donneurs en bonne santé valent une fortune. Le toit devint soudain beaucoup plus froid. Je le fixai. Tu voulais mon rein. Parce que quelqu'un t'a promis de l'argent. Il haussa les épaules. J'avais besoin d'un nouveau départ. Tu voulais vendre une partie de mon corps. Tu aurais été bien. Non, j'aurais survécu. Ce n'est pas la même chose. Pour la première fois, papa entra dans mes pensées. S'il avait encore été en vie, rien de tout cela ne serait arrivé. Il l'aurait arrêté au moment où Ryan a mentionné me demander un rein. Puis un autre souvenir surgit, 3 semaines plus tôt. Le vieil ami de pêche de papa, Monsieur Walter Jenkins, était passé à mon appartement de manière inattendue. Il m'avait remis une petite boîte à pêche qui avait appartenu à papa. Je l'ai trouvée en nettoyant mon garage. À l'intérieur, j'avais trouvé des hameçons, un vieux couteau de poche et un morceau de papier plié. L'écriture de papa. Je souris en m'en souvenant. Le véritable amour est quelque chose que les gens donnent, jamais quelque chose qu'ils exigent. À l'époque, je pensais que c'était simplement une des leçons de vie de papa. Debout sur ce toit, je compris enfin pourquoi ces mots étaient restés avec moi. Ryan interrompit mes pensées. Tu as toujours pensé que papa t'aimait plus. Il nous aimait tous les deux. Il t'a laissé tout ce qui importait. Quoi? La montre, le camion, la boîte à pêche? Je clignai des yeux.
Tu étais jaloux. Il te faisait confiance. Maman intervint immédiatement. Ryan, ça n'aide pas. Non. Il rit. Ça n'a plus d'importance maintenant. Puis son expression changea. Ses yeux dérivèrent au-delà de moi vers le bord. Je vis quelque chose se durcir en lui. Comme si une décision venait d'être prise. Il fit un pas en avant, puis un autre. Il n'y avait plus que 2 pieds qui nous séparaient maintenant. La voix du docteur Reva devint ferme. Ryan, reste où tu es. Ryan ne le regarda même pas. Il continua à me fixer directement dans les yeux. Tu sais, dit-il doucement. Si les gens croient que tu as glissé, personne ne saura jamais la différence. Tout mon corps se figea. Pour la première fois, je réalisai qu'il n'essayait pas de me faire peur. Il avait déjà décidé de ce qu'il allait faire. Puis, quelque part en bas du toit. Le bruit indubitable de pas en course résonna dans la cage d'escalier. Pas une personne, plusieurs. Et Ryan ne les avait pas encore entendus. Les pas devinrent plus forts, lourds, rapides, résonnant à travers la cage d'escalier en béton. Ryan les entendit enfin. Il regarda vers la porte du toit pendant une demi-seconde. Cela suffit. Le docteur Reeves se plaça entre nous. Emily, sa voix était ferme. Viens ici. Je n'hésitais pas. Je fis un pas de côté. Ryan se jeta en avant. Sa main attrapa la manche de ma veste avant que je puisse atteindre le docteur. Tout arriva en même temps. Mes pieds glissèrent sur le béton mouillé. Le monde bascula. Pendant une seconde horrible, la moitié de mon corps pendait au-dessus du vide. Je m'agrippai à la bordure en béton des 2 mains. La douleur explosa dans mes épaules. En bas, l'entrée des urgences paraissait incroyablement petite. Les gens n'étaient pas plus grands que des figurines. Les phares des voitures rampaient sous la pluie comme de minuscules insectes blancs. J'entendis quelqu'un crier. Il me fallut un moment pour réaliser que c'était moi. Ryan baissa les yeux vers moi. Il ne paniquait pas. Il avait l'air en colère. Tu as fait ça? Je le fixai avec incrédulité. J'ai fait ça. Tu as juste écouté? Aucune de ces phrases ne m'atteignit parce qu'une autre paire de mains attrapa mes poignets. Docteur Reeves, je te tiens. Il planta un genou contre la bordure. Ne lâche pas. Je ne peux pas. Tu peux. Derrière lui, la porte du toit s'ouvrit brusquement. 2 agents de sécurité de l'hôpital se précipitèrent dehors. Une infirmière les suivit. Puis un autre docteur. Tout devint bruit. Reculez. Appelez la police. Éloignez-vous du bord. Ryan lâcha enfin ma veste. Au lieu d'aider, il recula. Maman courut immédiatement vers lui. Mon fils. Elle enroula les 2 bras autour de lui. Tu vas bien? Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. J'étais encore pendu au bord, encore en train de lutter pour garder ma prise. Et la première personne qu'elle vérifia était lui. Le docteur Reeves serra les dents. À 3, 1, 2, 3. D'autres mains attrapèrent mes bras. Ensemble, ils tirèrent. Mes genoux heurtèrent le toit, puis ma poitrine. Enfin, je roulai sur le béton solide. Pendant plusieurs secondes, je ne pus respirer. La pluie trempa mes vêtements. Tout mon corps tremblait de manière incontrôlable. Le superviseur de la sécurité s'agenouilla immédiatement à côté de moi. Ne bouge pas. Je vais bien. Il regarda l'infirmière. Blessure possible à l'épaule. L'infirmière hocha la tête. J'ai appelé l'équipe de traumatologie à proximité. Ryan criait déjà. C'était un accident. Personne ne répondit. Il me pointa du doigt. Elle a glissé. Un des agents de sécurité le regarda directement. Nous t'avons vu. Ryan arrêta de parler. L'agent continua. Le docteur Reeves aussi. L'infirmière Alvarez aussi. Et la moitié du service des urgences à travers ses fenêtres. Ryan se tourna lentement. Le toit surplombait la cour des urgences.
Plusieurs employés se tenaient à côté de la baie des ambulances quand la lutte s'était produite. Plus d'une douzaine de personnes. Plusieurs donnaient déjà des déclarations. Maman se plaça entre Ryan et la sécurité. Mon fils ne ferait jamais de mal à sa sœur. Le superviseur demanda calmement. Alors pourquoi pendait-elle au bord? Maman ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Le docteur Reeves se leva. Sa blouse était trempée. Une manche s'était déchirée en me tirant par-dessus la bordure. Il regarda directement la sécurité. J'ai besoin de la police locale. Ils sont déjà en route. J'ai aussi besoin que ce toit soit scellé. Le superviseur fronça les sourcils. Pourquoi? Le docteur Reeves pointa vers le sol près de la bordure. Un dossier était tombé de la veste de Ryan pendant la lutte. La pluie avait éparpillé des papiers sur le toit. Un agent de sécurité commença à les ramasser avant qu'il ne s'envole. Son expression changea presque immédiatement. Monsieur, qu'est-ce que c'est? Tu devrais voir ça. Le superviseur s'approcha. Il ramassa une page, puis une autre. Son visage se durcit. Qu'est-ce que c'est? Personne ne répondit. L'agent feuilleta. Réservation de vol, copie de passeport, reçu de transferts bancaires importants. Puis plusieurs documents écrits dans une autre langue. Attaché à l'un d'eux se trouvait une note manuscrite. Donneuse confirmée. Femme, 29 ans, en bonne santé. Mon estomac se retourna. Le docteur Reeves prit lentement les papiers. Son expression devint indéchiffrable. Il regarda Ryan. Tu ne planifiais pas une transplantation. Ryan détourna le regard. Le docteur brandit une autre page. Tu planifiais de trafiquer ta sœur. Maman cria soudain, arrêtez de lire ça. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Le superviseur eut l'air confus. Pourquoi? Elle réalisa trop tard ce qu'elle venait de révéler. Le docteur Reeves remit calmement les documents au superviseur de la sécurité. Ceux-ci vont directement au détective. Personne n'y touche. 2 agents de police montèrent sur le toit quelques instants plus tard. Ils séparèrent tout le monde immédiatement. Un agent vint directement vers moi. Je m'appelle l'agent Grant. Je sais que c'est difficile, mais pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Je regardai au-delà de lui. Ryan était assis contre le mur, la tête baissée. Maman essayait de lui chuchoter. Un autre agent les sépara enfin. Pour la première fois de la nuit, ils ne pouvaient plus contrôler l'histoire ensemble. Je pris une lente inspiration. Puis je racontai tout à l'agent. La pression pour donner, les réunions, les menaces, le toit, la poussée. Les commentaires étranges sur les acheteurs. Il écrivit calmement pendant plusieurs minutes. Puis il posa une dernière question. Ton frère a-t-il déjà mentionné d'où cet argent était censé venir? Je réfléchis soigneusement. Puis je me souvins de quelque chose que j'avais complètement oublié. 3 mois plus tôt, Ryan nous avait présenté un homme lors d'un barbecue familial. Il l'avait appelé Victor, disant qu'il était un investisseur. L'homme n'avait pas mangé, avait à peine parlé. Mais il avait passé presque tout l'après-midi à me poser des questions. Mon groupe sanguin, si je faisais de l'exercice, si j'avais déjà eu une opération. À l'époque, je pensais qu'il faisait une conversation maladroite. Maintenant, chaque question prenait un sens terrifiant. L'expression de l'agent Grant changea. Il appela immédiatement un autre détective. Avant que je sache pourquoi, les 2 agents se regardèrent en silence. Puis le détective moral se tourna vers moi. Emman Carter. Il parla très prudemment. Je ne pense pas que ce soir était le début de ça. Il fit une pause. Je pense que quelqu'un planifie ça depuis des mois. Puis il ouvrit le dossier de Ryan une dernière fois. Une seule photographie glissa sur le béton mouillé. C'était moi sortant de mon appartement, prise de l'autre côté de la rue 3 mois plus tôt. Quelqu'un m'avait surveillé bien avant que je refuse de donner mon rein. Je ne pouvais pas arrêter de fixer la photographie. Elle n'avait pas été prise par accident.
Celui qui tenait l'appareil photo s'était caché de l'autre côté de la rue. La photo me montrait en train de déverrouiller la porte de mon appartement après le travail. Je portais des courses, souriant, complètement inconsciente que quelqu'un me regardait. Mes mains commencèrent à trembler. Il y en a plus, dit calmement le détective Moral. Il vida le reste du dossier sur la table de conférence dans le bureau de la sécurité de l'hôpital. Il n'y avait pas qu'une seule photographie. Il y en avait des dizaines. Moi quittant le travail, moi faisant du jogging le samedi matin, moi visitant la tombe de papa. Moi portant du linge dans mon appartement. Chaque photo avait une date. Chaque photo avait une heure. Chaque photo avait des notes manuscrites. Vis seul. Rentre généralement vers 18h15. Pas de blessures visibles. Excellente condition physique. Je me sentis malade. Ce n'est plus à propos de mon rein. Le détective hocha la tête. Ça ne l'a jamais été. Le docteur Reeves regarda une autre pile de papier. Son expression se durcit soudain. Détective, vous devez voir ça. Il tendit un email imprimé. Le détective le lut en silence, puis regarda directement Ryan. Tu as une chance d'expliquer ça. Ryan ne dit rien. Le détective lut à voix haute. Donna refuse le consentement. Plan d'extraction alternative discuté. Paiement libéré après confirmation. La pièce devint complètement silencieuse. Je fixai mon frère. Non. Ma voix sortit à peine. Tu allais m'enlever. Ryan leva enfin les yeux. Tu ne comprends pas? Alors explique. J'étais désespéré. Tu as essayé de me tuer. Je n'allais pas te tuer. Tu m'as poussé du toit d'un hôpital. Maman se leva soudain. Tout le monde se tourna vers elle. Mon fils a fait des erreurs. Erreurs. Répéta le détective Moral. Il a planifié des crimes. Il essayait de survivre. Ta fille aussi. Maman me regarda directement. Ryan avait un avenir. Les mots frappèrent plus fort que tout ce qu'elle avait dit avant. Et moi non. Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas à le faire. Son silence disait tout. Pendant 30 ans, elle avait déjà décidé quel enfant comptait. Le détective Morel ferma le dossier. Je pense que nous avons terminé. Il hocha la tête vers deux agents en uniforme attendant dehors. Ils entrèrent immédiatement. Ryan Carter. Un agent s'avança. Vous êtes en état d'arrestation. Ryan ne bougea pas. Le second agent s'approcha de ma mère. Margaret Carter. Elle fronça les sourcils. Quoi? Vous êtes également en état d'arrestation. Pourquoi? Le détective répondit calmement. Complot. Tentative de mise en garde. Les preuves indiquent que vous avez participé sciemment à la planification de ces événements. Elle rit. Vous ne pouvez pas le prouver. Le docteur Reeves plaça calmement son téléphone sur la table. Moi je peux. Tout le monde le regarda. Il déverrouilla l'écran. Quand je suis arrivé sur le toit, j'ai activé mon application d'enregistrement d'urgence. Il appuya sur lecture. La pièce se remplit de vent. Puis la voix de Ryan. Les acheteurs ont déjà transféré une partie de l'argent. Puis la mienne. Il n'y a pas d'acheteur. Puis maman, tu as tout gâché. Une pause. Puis la phrase que chaque personne dans la pièce entendit clairement. Ta vie est sans valeur de toute façon. Personne ne parla. Le docteur Reeves arrêta l'enregistrement. Ça continue pendant 9 minutes de plus. Il y a des déclarations supplémentaires. Le visage de maman perdit toute couleur. Les agents guidèrent doucement Ryan vers la porte. Il s'arrêta à côté de moi. Pendant un long moment, ni l'un ni l'autre ne parla. Puis il dit doucement, je n'ai jamais pensé que ça irait aussi loin. Je regardais dans les yeux du petit garçon que j'avais autrefois appris à faire du vélo. Le frère que j'avais défendu à l'école. Le frère pour qui j'avais travaillé des heures supplémentaires pour aider. Moi si. Ses épaules s'affaissèrent.
Pour la première fois, il n'avait plus d'excuses. Des mois passèrent. L'enquête s'étendit bien au-delà de ma famille. Les détectives travaillèrent avec les autorités fédérales après avoir découvert des preuves que Ryan communiquait avec des personnes impliquées dans un réseau criminel organisé. D'autres victimes furent identifiées et l'affaire devint quelque chose de bien plus grand que ce que quiconque à l'hôpital avait imaginé. Je ne faisais plus partie de cette enquête. Ma partie était d'apprendre à vivre. Je commençais une thérapie. Je déménageais dans un appartement différent. Je changeais de numéro de téléphone. Pendant des semaines, je sursautais chaque fois que quelqu'un marchait derrière moi. Le docteur Reeves prit de mes nouvelles occasionnellement, non pas en tant que mon chirurgien, mais en tant que quelqu'un qui avait refusé de détourner le regard quand quelque chose semblait mal. Un après-midi, il me remit une petite boîte récupérée des affaires que ma mère avait laissées derrière elle. À l'intérieur se trouvait la vieille montre de poche de papa. En dessous se trouvait un mot plié dans son écriture. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il disait, « Émilie. Si la vie te demande un jour de choisir entre garder ta paix et garder les gens heureux, choisis ta paix. Les gens qui t'aiment vraiment ne te demanderont jamais de te détruire pour eux. » Je m'assis sur un banc de parc pendant près d'une heure avec ce mot dans les mains. Le vent faisait bruisser les arbres au-dessus. Pour la première fois depuis des années, le silence ne me parut pas solitaire. Il me parut sûr. Parfois les gens me demandent quelle était la partie la plus difficile. Le toit, la trahison, l'enquête. Ce n'était aucune de celles-là. La partie la plus difficile fut d'accepter que je n'avais jamais perdu une famille aimante. J'avais perdu l'illusion que j'en avais une. Et aussi étrange que cela paraisse, cette vérité m'a libéré. J'ai toujours mes deux reins. J'ai toujours la cicatrice sur mon poignet à l'endroit où j'ai gratté le béton en essayant de tenir. Bon. Chaque fois que je la remarque. Je ne me souviens pas de la nuit où mon frère a essayé de me jeter du toit d'un hôpital. Je me souviens du moment où j'ai choisi moi-même parce que la nuit où ma famille a décidé que ma vie valait moins fut la nuit où j'ai enfin réalisé que ma vie était inestimable.